Combien coûte la Hyundai Elantra N-Line 2021? On sait que la Elantra a été complètement renouvelée cette année et la version N-Line, c'est évidemment le modèle sport de la gamme Elantra. En fait, les versions N-Line chez Hyundai, ce sont maintenant les versions de performance. Oui, N-Line, on s'est un peu inspiré de Audi avec la S-Line et là, on a mis un N parce que c'était une lettre disponible dans l'alphabet. Peut-être aussi parce que ça fait nananana puis que c'est plus rapide, on ne le sait pas. Mais bref, ça manque d'originalité chez Hyundai à ce niveau-là. C'est quand même la nomenclature qu'on utilise pour l'ensemble des versions sport. C'est vrai aussi pour l'Elantra et ça sera vrai aussi pour les autres versions sportives qui vont arriver prochainement cette année. Le Tucson aura droit à sa version N-Line et il ne faut pas non plus oublier la Veloster N qui, elle, est une véritable voiture de performance à 275 chevaux. Alors, on n'est pas là avec l'Elantra N-Line, croyez-moi. En fait, on utilise la même motorisation que dans la précédente génération. C'est le moteur 1,6 litres turbo compressé qui fait 201 chevaux. Un moteur avec lequel on a connu des ratés, des problèmes de turbocompression. C'est un moteur qui a un couple initial intéressant, mais qui s'essouffle rapidement. Et malheureusement, on perd l'avantage de la boîte manuelle qui était disponible sur l'ancienne génération, qu'on a retirée cette fois pour n'offrir que la boîte séquentielle double embrayage à 7 rapports. Et pour moi, c'est un sérieux irritant parce que cette boîte-là, au départ initial, met un temps fou à allumer. En fait, le temps de réaction est très long. C'est vrai aussi pour le potentiomètre de pédale. Alors, en milieu urbain, ça devient sérieusement agaçant. Par contre, une fois que la voiture est lancée, bien là, la puissance est au rendez-vous. La boîte fait un boulot exceptionnel. C'est évidemment beaucoup plus rapide qu'avec une boîte automatique conventionnelle, mais on s'ennuie énormément de la boîte manuelle de l'ancienne berline Elantra Sport qui, elle, était véritablement intéressante à conduire. Alors ça, c'est le point qui m'a déçu. Il faut aussi mentionner que l'effet de couple en accélération est quand même assez prononcé avec cette voiture-là, qu'on met à l'essai actuellement. Elle est encore chaussée de pneus d'hiver, alors ce n'est rien pour l'aider, ça c'est certain, mais l'effet de couple est assez inégal parce que la voiture est plus longue, parce qu'on a l'impression que la répartition des masses n'est pas aussi intéressante que par le passé. Alors ça en fait une voiture qui, sur le plan dynamique, est oui assez performante, mais certainement pas aussi agile qu'une Jetta GLI, par exemple, qui pourrait être considérée comme sa rivale la plus directe actuellement, ainsi que la prochaine Honda Civic SI qui sera lancée d'ici un an. Et elle aussi, on s'attend à avoir 7 fois une transmission double embrayage qui sera offerte dans cette version-là. Alors, j'ai vraiment hâte de voir où se positionnera la compétition, mais pour moi, la version N-Line de l'Elantra, ce n'est pas une voiture qui, sur le plan dynamique, est réellement convaincante. Par contre, je peux vous dire une chose, on a différents modes de conduite et ça vient changer vraiment la dynamique de conduite. Si vous optez pour le mode sport, la voiture est beaucoup plus radicale dans sa conduite. Le mode confort, bien là, vous allez avoir une conduite plus aseptisée. Vous avez un mode smart où là, on optimise la consommation d'essence qui, soit dit en passant, est déjà très impressionnante. On parle d'une moyenne de consommation combinée à 7,6 litres au 100. Et moi, en effectuant un aller-retour de plus de 400 km sur l'autoroute, pour me rendre du côté d'Ottawa et de retour à Montréal, bien, j'ai réussi à obtenir une moyenne sous la barre des 7 litres au 100 en continu. Alors, c'est quand même impressionnant pour une puissance de 201 chevaux qu'on a dans cette voiture-là. C'est vraiment une voiture qui est développée pour une consommation d'essence intéressante. Maintenant, si c'est votre objectif, vous savez qu'il existe d'autres versions de l'Elantra. Le moteur régulier, lui, un moteur 2 litres qui fait 147 chevaux et qu'on peut obtenir avec une manuelle dans la version de base. Sinon, bien, toutes les autres versions, c'est boîte automatique. Alors là, la consommation d'essence est plus intéressante. On parle d'une moyenne combinée de 6,7 litres au 100 annoncée. Et si vous optez pour la version hybride qui arrivera prochainement, bien là, on parle de 4,4 litres au 100. Alors, rival direct de la Corolla hybride et même de la Prius. Alors ça risque d'être intéressant. Un mot maintenant sur le design de la voiture qui ne fait certainement pas l'unanimité. C'est très polarisant comme design. Moi, je vais vous l'admettre, je déteste. Je trouve que c'est une des voitures les plus laides qui a été lancée cette année. Mais à l'opposé, il y a beaucoup de gens qui aiment. Alors, c'est la preuve que c'est très polarisant. La calandre, c'est massif. Il a fallu que je nettoie la voiture pour vous la présenter aujourd'hui. Et pas besoin de vous dire que pour nettoyer la calandre qui est sur cette voiture-là, sur laquelle il y a énormément de détails, bien, ça prend quand même pas mal de patience. La ligne
elle est élancée, elle est très étirée. Je trouve que ça finit plus de finir. Il y a beaucoup de coups dans la carrosserie sur les flancs. Moi, ça me plaît plus ou moins, honnêtement. Et la partie arrière, je trouve ça franchement disgracieux, d'autant plus que l'ouverture du coffre arrière est un sérieux problème sur cette voiture-là, considérant que l'espace entre la lunette et le coffre est quand même assez réduit. Alors, ce n'est pas une voiture qui est très pratique, certainement pas aussi pratique qu'une voiture à haillons. Et ça me fait, encore une fois, m'ennuyer de l'ancienne Elantra GT 5 portes qui était disponible sur le marché. Une voiture que j'adorais, un des secrets les mieux gardés qu'on a eu chez Hyundai ces dernières années. C'était une rivale directe de la Golf GTI. Mais les acheteurs n'étaient pas au rendez-vous. C'était une voiture qu'on ne poussait pas, qui était fabriquée outre-mer et qui ne connaissait pas le succès qu'elle aurait dû connaître chez nous. Alors, on l'a tout simplement abandonnée. Très dommage. Un point intéressant de l'Elantra, c'est par contre son habitacle. Présentation qui est très moderne. On a vraiment l'impression d'être ailleurs par rapport à ce que la compétition propose. L'instrumentation, donc l'écran central, c'est quand même dynamique sur le plan esthétique. Ça nous donne l'impression d'un gigantesque écran à la façon Cadillac Escalade, mais on est loin de ça. En fait, on a un écran central tactile bien configuré. Évidemment, c'est disponible avec le Blue Link de Hyundai, donc l'application sur votre téléphone mobile qui vous permet d'être connecté à votre voiture et d'avoir évidemment une foule d'informations. Mais sinon, vous allez avoir Apple CarPlay, Android Auto sans fil intégré à cette voiture-là. L'instrumentation qui est très complète, rouge et blanc, donc à saveur sportive parce qu'on est dans une version sportive. Le volant qui est très bien dessiné. On a une console centrale qui est bien conçue aussi. Petit point intéressant, frein à main conventionnel, on aime toujours ça, c'est toujours pratique. Et ici, bien, vous allez retrouver à la gauche un bouton qui concerne les différents modes de conduite, ce qui vous permet évidemment de paramétrer la conduite de la voiture comme bon vous semble. Sur le plan de l'environnement, de l'assise, c'est très bien. Les sièges sont confortables, on a suffisamment de support, on a un bon dégagement. À l'arrière, c'est vraiment surprenant aussi. On a grossi l'Elantra, on en a fait une voiture plus élancée, particulière sur le plan esthétique, mais c'est payant au niveau des places arrière. On gagne en dégagement à la tête, aux jambes. Alors, c'est vraiment une berline spacieuse. On n'est vraiment pas loin de ce que propose la Sonata en matière de dégagement aux places arrière. Alors ça, c'est quand même assez convaincant. Mais moi, j'ai l'impression que les gens qui vont opter pour la version N-Line ne cherchent pas nécessairement une voiture à vocation familiale. Enfin bref. Au niveau de la finition, par contre, il y a quand même certains plastiques qui font très bon marché. Ça, c'est un peu décevant. Et selon la version que vous allez choisir, vous aurez toujours des matériaux de ce genre-là, mais qui, dans d'autres teintes, font un peu moins bon marché. Ici, si vous regardez sur le coin, ici, entre la portière et la planche de bord, bien, vous voyez qu'il y a un gros contraste au niveau des teintes. Alors ça, c'est un mauvais mariage des teintes qu'on a fait dans l'Elantra N-Line, à mon avis. Alors, on aurait dû travailler un peu plus, un peu mieux à ce niveau-là. Mais somme toute, l'aménagement intérieur et l'équipement, c'est très complet. Bon, pas besoin de vous dire, vous avez siège chauffant, volant chauffant, comme je le disais, Apple CarPlay sans fil, toit ouvrant, c'est intégré. Vous avez différents systèmes de conduite assistée, régulateur de vitesse intelligent, détection de changement de voie, etc. Et ça fonctionne relativement bien, je vous dirais. Quant à la sonorité mécanique maintenant, ça, c'est un peu décevant parce que même si vous optez pour le mode sport, la sonorité de la voiture à l'intérieur de la voiture ne vous donne pas l'impression d'une voiture plus performante que les versions régulières. Ce n'est qu'à l'extérieur où là, le son de la voiture est juste un petit peu plus intéressant. Mais encore là, on est loin de la sonorité d'une Jetta GLI ou une Golf GTI qui, pour moi, sont les voitures sport compactes de référence dans le segment. Difficile à croire qu'avec une berline aussi élancée, aussi spacieuse, bien, on a une ouverture de coffre aussi faible que ce qu'on a ici. Alors, vous le voyez, c'est vraiment pas très pratique au niveau de l'ouverture. Et comme je le disais un peu plus tôt, ça me fait m'ennuyer de la version hatchback, même de l'ancienne berline qui, à ce niveau-là, était beaucoup plus équilibrée. Alors, je vous donne le prix maintenant de la version N-Line qu'on a ici, qui est pas nécessairement la version la plus chère, parce qu'évidemment, si vous optez pour un modèle hybride ou pour une berline Ultimate, vous paierez plus cher que ça pour avoir du luxe plutôt que de la performance. Mais dans ce cas-ci, 27 599 $ plus 1 725 de frais de transport préparation, vous êtes à 29 324 $. Et la seule option que vous pourrez choisir, parce que comme je le disais,
Pas d'option de boîte automatique ou manuelle, ce n'est qu'une boîte séquentielle double embrayage. Mais la seule option, c'est le choix de peinture. Dans ce cas-ci, un frais de 200 $ attribuable pour la couleur rouge que vous voyez là. Ça amène le prix de la voiture qu'on a ici à 29 524 $, ce qui veut dire 503 $ par mois sur 6 ans en financement à un taux de 1,49 %, toute taxe incluse. Et si vous optez pour la location, 454 $ par mois à un taux de 2,49 % sur 4 ans, 20 000 km par année, encore une fois, toute taxe incluse. Donc, un prix qui est quand même raisonnable compte tenu de l'équipement, compte tenu du niveau de performance. Mais je vous le rappelle, au niveau du comportement, ce n'est pas une sportive qui est particulièrement convaincante. Et moi, je ne suis pas persuadé qu'Hyundai va connaître beaucoup de succès avec cette version-ci. Je pense que l'Elantra, qui se vend déjà très bien, va surtout connaître du succès dans ses versions régulières et probablement dans sa version hybride qui, elle, saura convaincre des gens qui recherchent une voiture qui est intéressante sur le plan de la consommation d'essence et qui a un petit impact environnemental par rapport aux autres berlines du marché.